une philosophie. La philosophie est pratiquement tout. L'homme ne peut pas vivre sans philosophie. Quelquefois il ne le sait pas, mais la philosophie le fait avancer. S'il ne soupçonne rien de tel, la philosophie agit avec lui comme avec un objet. Elle se trouve en dehors de lui. Au contraire, celui qui accepte, de façon active et consciente, une certaine philosophie, devient libre de toute manipulation extérieure, devient le porteur de cette philosophie. Il reçoit le signe intérieur d'une dignité philosophique particulière. Cet individu est visible de loin. Autour de lui apparaît une sorte de rayonnement invisible. La seule chose qui donne une valeur à un homme est la philosophie. La capacité à philosopher constitue précisément la dignité de notre espèce, distincte de celle des animaux. À la différence des troupeaux de magnifiques créatures, l'homme peut librement philosopher, ce par quoi s'exprime sa plus haute dignité. L'eurasisme s'adresse aux gens libres, capables de prendre conscience de leur propre nature et de prendre en main leur propre destin. Sans philosophie, l'eurasisme est incomplet et tout simplement impossible. Le premier principe philosophique de l'eurasisme est un patriotisme érotique. Selon ce principe, le peuple apparaît comme un absolu. La philosophie eurasiste l'appréhende en qualité de valeur suprême. Une question surgit alors immédiatement. Qu'est-ce que le peuple ? Le peuple est l'amour. C'est pourquoi nous parlons précisément d'un patriotisme érotique. Il pourrait sembler que l'emploi d'une telle définition au sujet du concept de patriotisme comme la représentation du peuple en tant qu'amour constitue quelque chose d'inhabituel. Examinons cependant l'étymologie du mot russe « peuple ». Il désigne quelque chose qui a poussé, forme provenant elle-même du mot « rod » qui signifie directement « naissance », apparition de l'homme. L'amour précède précisément la naissance et il joue dans cette naissance un rôle décisif, sinon aucun homme n'apparaîtrait. Il est facile de comprendre qu'à l'origine du peuple se trouve l'attraction mutuelle entre un homme et une femme. L'extraordinaire force de l'amour meut précisément les vagues de génération qui engendrent toujours plus de descendants, créent une famille, assurent la perpétuation de leur lignée. L'ensemble des êtres engendrés par un acte d'amour constitue le peuple. Le concept même de peuple est empli de cette force intérieure et souterraine de l'amour. Il n'y a pas de peuple sans amour. Le peuple est le produit de l'amour entre les hommes et les femmes, éprouvant un très fort attrait l'un envers l'autre. Siècle après siècle, de génération en génération, des situations semblables se répètent, des hommes appartenant à un certain peuple et des femmes qui y appartiennent aussi. Bien sûr, il existe des échanges avec d'autres peuples, mais au final, le peuple s'agrandit, quelquefois le même, quelquefois un autre. L'humanité est le produit de l'amour global des peuples pour eux-mêmes et envers les autres. En évoquant le peuple, nous entendons par ce terme non pas une quelconque abstraction, mais une réalité érotique, ferme et concrète. Nous nous posons en permanence de sérieuses questions sur le peuple et sur nous-mêmes, sur notre peuple et nous-mêmes. Quel est mon rapport à ce peuple ? D'où ce peuple vient-il ? Comment écrira-t-il son futur ? Nous devons sentir le peuple derrière nous, dans notre sang, dans nos gènes. Il est dans nos entrailles et autour de nous. Nous ne sommes que des transmetteurs sacrés de l'énergie de notre peuple vers le futur. Le peuple avance, il se trouve derrière nous, mais il avance à travers nous et il nous pousse vers l'amour. Il pousse pour que des générations de Russes eurasistes voient le jour et portent ce sentiment fondamental d'amour. Pourquoi le peuple constitue-t-il le concept absolu, essentiel, central, premier et dernier de la philosophie eurasiste ? Parce que le peuple, comme l'amour, donne à l'homme tout. L'apparence, la vie, la langue,
La culture, tout ce que nous possédons, de la forme des yeux et des oreilles, du crâne jusqu'à la constitution du squelette, a été formé par l'amour de nos ancêtres, c'est-à-dire du peuple. Le courant d'amour dans le peuple nous a donné notre corporéité. Nous ne sommes qu'un épisode dans ce corps du peuple qui nous précède sous la forme du corps collectif des ancêtres et qui est présent simultanément sous la forme d'autres êtres russes. Et lorsque l'un de nous pense à un autre russe, il ressent la matrice du peuple, la corporéité commune, ainsi que son appartenance à cette corporéité, de même que son propre caractère d'être co-dissous dans cette corporéité. Cette même corporéité se transmet à travers nous dans l'avenir. Nous portons en nous les embryons de la corporéité russe future, de la même façon que le corps humain, d'après les enseignements des startsi orthodoxes, porte en lui l'embryon du corps de la Renaissance, du corps de gloire. Il s'agit d'une perspective religieuse verticale. Mais le fondement, le socle de la philosophie eurasiste, l'élément de base, et son sens essentiel est bel et bien le peuple. En tant que corporéité commune, il se transmet dans le futur, vainc le temps, l'histoire et l'espace. Le peuple nous donne un corps, mais il s'agit d'un corps commun, et non pas d'un corps russe particulier, privé. Nous recevons une particule de ce corps en location, pour un certain temps. Aujourd'hui nous la possédons, et demain non. Il fut bien un temps lorsque nous ne le possédions pas. Nous le rendons à nouveau lorsque s'approche le trait fatidique, ou encore lorsqu'un incident soudain rompt notre vie et que le corps disparaît. Mais le peuple existe avant notre naissance et après notre mort, c'est-à-dire qu'il est toujours, et la relativité de notre corps individuel pâlit devant la corporéité absolue, éternelle et infinie de notre propre peuple. Le peuple constitue le corps global, commun et la valeur absolue. Le peuple donne à l'homme la langue. Que pourrions-nous dire maintenant? Comment pourrions-nous parler et communiquer entre nous sans cette langue que nous a transmise notre peuple? Quelque chose de natif, un corps reçu de la part du peuple, capable de donner à l'homme l'énergie pour penser. Il s'agit bien de bois pour l'âme et notre conscience. Mais pour le fonctionnement de la conscience, pour le discours, pour le verbe, nous avons besoin de la langue. Elle aussi nous est transmise par le peuple. Cette langue, comme le remarque Heidegger, est le poème suprême. Le simple fait de prononcer n'importe quel mot russe choisi au hasard constitue une véritable magie, un immense acte spirituel, dans la mesure où on entend dans ce qui est dit le bruissement et le murmure des choses fondamentales, des pensées, des mouvements de l'âme qui se trouvent derrière nous, et de ceux qui viendront après nous. La langue natale communique à l'homme une immense énergie, son propre style intellectuel, moral, conceptuel. Elle imprime sur l'âme humaine une empreinte indélébile. Sans la langue, nous ne sommes rien. Sans la langue, notre individualité, notre existence sont absolument vides, n'offrent aucun intérêt pour qui que ce soit. Que serions-nous si nous ne pouvions parler, si l'on ne nous avait pas donné cet absolu, cette majestueuse et cette si merveilleuse langue russe? Nous ne serions rien d'autre que du bétail muet. Mais on nous a donné cette langue, le peuple nous l'a donnée, et nous lui en sommes redevables. Notre langue exprime ce qui est pensé, le beau, le juste et le bon. Mais il ne s'agit pas d'un simple don. On nous a prêté cette langue, et nous devons la rendre. Pour toutes ces raisons, nous devons attentivement, scrupuleusement apprendre à parler dans cette sainte langue russe. Voilà en quoi consiste le sens de la philosophie eurasiste. Non sans raison, le leader des premiers eurasistes était un linguiste, le prince Troubetskoï. Mais tel n'est pas seulement notre amour de la langue, il s'agit d'un culte, d'une adoration religieuse, d'une attitude extraordinairement attentive envers ce qui est dit en langue russe.
Rendre ce que nous devons à la langue signifie la comprendre, la conserver, parler dans cette langue de la grandeur du peuple et composer des hymnes en son honneur. Celui qui ne parle pas en langue russe de la grandeur de son peuple peut se voir privé de cette langue. La liberté de la langue russe, la liberté du verbe russe, se trouve dans la célébration par le chant et par les pleurs de la grandeur et des souffrances du principe russe dans l'univers. Les autres discours peuvent bien être exprimés en d'autres langues. Le peuple nous a donné tout ce que nous possédons. Nous avons hérité de lui la culture, le verbe russe, notre forme de pensée, nos maisons, les terres. C'est pourquoi, dans la philosophie de l'eurasisme, le peuple constitue une catégorie absolue. Il est nécessaire d'y penser le matin en se levant. Au réveil, il convient de dire « Je suis un homme russe ». Il convient de le dire avant de s'endormir, en même temps que la prière, lorsque l'on se brosse les dents, ou pendant une promenade, etc. Au moment où l'on s'endort, il convient d'affirmer « Voilà, un homme russe s'endort ». Voilà tout ce qui possède de l'importance. À présent, lui, l'homme russe, passe d'un état russe, la veille, à un autre état russe, l'état russe du sommeil. Ainsi s'endort et se réveille le principe russe même, l'être intelligent et corporel du peuple immortel et infini. Voilà ce que signifie assimiler le peuple. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer de façon formelle « j'aime mon peuple, je suis patriote », il s'agit de se trouver enivré par son propre peuple. Pourquoi, demanderez-vous? Parce qu'il s'agit de notre peuple, il est ainsi et nous sommes ainsi. Nous n'avons pas le droit de nous aimer de façon séparée. Nous devons nous aimer à travers un amour pour tout le peuple russe, à travers l'amour du principe russe pour lui-même. Seul un tel amour nous élève, nous satisfait et nous apporte des fruits. Tous les autres actes d'amour sont stériles. Tout ce que nous évoquons au sujet des Russes peut être également appliqué, sous réserve de certaines modifications, à d'autres peuples. D'ailleurs, que les représentants d'autres peuples parlent, et nous les écouterons et opinerons en signe d'approbation. Nous discutons ici et maintenant de l'homme russe et du peuple russe. L'homme russe est tellement absolu que nous ne comprenons pas le sens de l'existence d'autres peuples. Si ce ne sont pas des Russes, alors qui sont-ils? Nous demandons-nous sincèrement. Lorsque nous voyons par exemple un Arabe, joyeux, remarquable, qui ne refuse pas un verre, qui ne refuse pas de rire, de se lâcher, nous reconnaissons alors « voilà un vrai Russe ». Il n'est même pas nécessaire de boire, il suffit simplement de voir. Voici un homme sympathique qui vient vers nous. Il est clair qu'il est russe. Nous le comprenons de cette façon, nous nous comprenons nous-mêmes de cette façon, et cette compréhension provient non pas de l'apparence, quoique bien sûr notre apparence russe constitue aussi quelque chose de valeur, mais une apparence non russe constitue aussi quelque chose de valeur, dans la mesure où elle est elle aussi un peu russe. Si nous voyons un clignement des yeux particulier, un humour bien connu, si nous voyons les cils trembler d'une façon particulière, nous disons avec certitude « Oh, ce sont les nôtres ». De quelle façon les nôtres? Peu importe, ce sont les nôtres. Où le peuple se termine-t-il? On peut se poser cette question philosophique si on s'éloigne quelque peu de la pensée selon laquelle il est infini, et si l'on observe la dure réalité et que l'on recherche la fin du peuple. Mais cela est difficile. Tout est balayé par le sentiment omniprésent selon lequel le peuple est infini et n'a pas de limite. Notre peuple est assurément infini. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude ce qu'il en est des autres. Cependant, si on s'engage dans la scolastique, où le peuple se termine-t-il? Là où commence un autre peuple? Où l'amour finit-il? Là où commence un autre amour?
Nous ne pouvons pas nous représenter le non-amour. Il n'y a pas de monde sans amour. Il ne tiendra pas une seule seconde. Il se fondra en deux et se brisera en morceaux. Il n'y a pas de monde sans amour parce qu'il n'y aura pas d'énergie en lui. Tout refroidira instantanément en lui. Le monde est l'énergie de l'amour. Les anciens enseignaient, les pierres s'aiment les unes les autres, les fleurs s'aiment les unes les autres. Aujourd'hui, on connaît bien l'érotisme des fleurs. Les scientifiques mesurent même les indicateurs de l'activité sexuelle des plantes. Naturellement, les animaux et les hommes s'aiment les uns les autres, mais les pierres, oui, les pierres aussi éprouvent de l'amour. La vie des pierres, comme la tension érotique des énergies minérales, constitue un gigantesque champ. Elles aiment autrement, puisque nous ne pouvons pas connaître cet amour au-delà des limites transcendantales. Peut-être la pierre aime-t-elle un petit brin d'herbe, une certaine plante. L'amour de la pierre pour l'arbre, le platane, le cyprès, constitue indiscutablement une énergie qui nous est inaccessible, mais étonnante et présente dans le monde. C'est pourquoi, là où l'amour se termine, commence un autre amour. Où le peuple se termine-t-il? Là où commence un autre peuple. Cependant, du point de vue de l'homme russe, dans la mesure où le peuple russe est infini, il ne se termine nulle part. Il y a des peuples ouverts et des peuples fermés. Le peuple russe est ouvert, et notre amour est ouvert. Notre amour ne se limite pas à l'un ou à l'autre, il choisit tous. Nous aimons véritablement. Mais cela signifie que par cet acte d'amour russe, nous dépassons l'individu en particulier. Qu'est-ce qu'un individu? Un seul, un autre, un troisième. L'essentiel est l'amour, il est plus important. L'essentiel est l'ouverture, la gigantesque énergie de la vie du peuple. Naturellement, tout ce qui prend naissance par cet amour vit en tant qu'élément de ce peuple, la famille, les enfants, l'État, créé comme une sorte de carapace par notre peuple. L'État est en fait quelque chose de dégoûtant. On ne le crée pas par plaisir. Le fait est que malheureusement le peuple ne peut en permanence aimer, ne peut pas que faire l'amour dans son état intérieur et se trouver dans un espace extatique de contemplation. Périodiquement, quelqu'un porte atteinte à ce peuple, quelqu'un l'attaque, se jette sur lui. Pour se défendre contre quelque chose d'autre, l'État est précisément nécessaire. Le sens du véritable État-nation russe réside en ceci qu'il doit nous protéger des autres, comme des mouches dégoûtantes et obstinées. Extérieurement, il doit être agressif, dur si nécessaire comme une carapace. Mais intérieurement, il doit être particulièrement souple, pour ne pas perturber, ne pas déranger les processus de vie spirituelle nationale, de vie érotique qui coulent en permanence invisibles dans notre peuple. Voilà comment nous comprenons l'État. L'État en lui-même est une chose nuisible, mauvaise, trop formelle, trop froide. Il n'y a rien d'attirant dans cet acier, dans ces machines, dans ces cruels instruments de torture. Nous voudrions bien nous séparer de l'État. Il doit être piquant à l'extérieur, un état de type hérisson. Piquant à l'extérieur, doux à l'intérieur comme le ventre du hérisson, vivant, touchant, agréable. Est le suivant. Le peuple est l'absolu. C'est pourquoi, quand on vous demande ce qu'est le racisme, vous pouvez répondre avec assurance « Il s'agit de l'amour absolu envers son propre peuple, de l'amour envers l'amour, de la compréhension du peuple en tant que valeur suprême. Il n'y a rien de plus haut que notre peuple. » Nous n'en connaissons pas d'autres. Nous les mélangeons tous. Nous ne sommes pas capables d'identifier clairement les autres. Il y a des peuples capables de comprendre les autres, nous non. Nous ne sommes même pas capables de nous connaître nous-mêmes. Nous sommes simplement le peuple, et voilà tout. Le deuxième point, le plus important dans la philosophie de l'eurasisme, est le concept d'esprit de la terre.
le concept d'espace vivant et de terre-âme. L'eurasisme comprend l'espace en tant que réalité vivante absolue. L'espace ne constitue pas une catégorie abstraite, mais une couche importante du monde vivant. L'espace contient les espèces minérales, végétales et animales. Tous sont ces éléments. En d'autres termes, nous comprenons l'espace comme notoirement rempli, jamais vide. Notre espace déborde toujours de vie et détermine la vie. L'espace parle de lui à travers cette vie. Il se manifeste. C'est pourquoi il vibre. Il s'agit de l'esprit de la terre, de notre terre qui nous appartient, qui parle, et notre peuple se déplace dans le temps sur cette terre, dans un état diffus, horizontal, tel le mercure. Un rapport vivant envers l'espace, comme envers la vie, constitue l'essence de l'eurasisme. Nous percevons l'espace comme une forme de vie. En son temps, le fondateur de la géopolitique, Friedrich Ratzel, a écrit l'ouvrage « L'État en tant que forme de vie », Staat als Lebensform. Puisque l'espace constitue une forme de vie, cela signifie qu'il ne peut être immobile. Il s'oppose à toutes les frontières artificielles, dans la mesure où l'espace n'est pas quelque chose que l'on peut fixer une fois pour toutes, mesurer de façon définitive. On ne peut ici construire quelque chose, là autre chose, et espérer que tout reste ainsi. Non! Tout ce qui est nécessaire d'une façon naturelle se construit là où il doit apparaître. De la même façon que poussent les plantes, où sont disposés pendant des siècles, des millénaires, d'énormes blocs de pierre. En effet, les plantes ne poussent pas et les pierres ne sont pas disposées ici au hasard. Elles vivent ici, elles savent ce qu'elles font. Leur vie se trouve déterminée à cet endroit précis, dans ce point précis de l'espace russe. Il s'agit en quelque sorte d'une philosophie du lieu où on se trouve, du lieu de développement, comme le disait Piotr Savitsky. Il s'agit de la voix de l'esprit, de la terre natale qui s'adresse à nous à travers tous les êtres, rampant, grouillant, volant, grimpant, tombant ou étalés sous l'effet de l'ivresse. La voix s'adresse à elle-même, affirmant une immense réalité des formes de vie et d'espace. L'espace constitue un phénomène doué de raison. Il recèle en lui, dans la terre, une intelligence. Cette intelligence parle, crie sa présence, et il est indispensable d'être très attentif pour l'entendre. Quand nous évoquons l'espace, nous nous exprimons habituellement de cette façon. Voici mon espace, voici le tien, celui-ci appartient à mon pays, celui-ci au tien. Nous nous comportons envers l'espace comme envers un organisme vivant. Cependant, le terme « mon » apparaît non pas comme le signe d'une appartenance, mais comme un signe de parenté. Des liens de parenté lient l'homme à la terre et à l'espace vivant. C'est pourquoi la terre est notre mère, le pays est notre patrie. Dans la vision du monde eurasiste, la notion de frontière vivante revêt une grande importance. Les frontières sont là où un être vivant se distingue par convention d'un autre. Mais on ne peut tracer une frontière sur un être vivant. On ne peut prendre les 3/4 d'un lièvre, les 4/5 d'un écureuil, et en faire un pays, construire un État. Ces 3/4 de lièvre et ces 4/5 d'écureuil ne constituent pas un État. L'État et ses frontières apparaissent aussi comme une projection de l'esprit de la terre. Mais si nous coupons des éléments de ces êtres au hasard, des éléments de ces unités vivantes de l'espace, et si nous disons « Voilà, maintenant, nous allons nommer cet État Ukraine », nous faisons violence aux lois de la vie. Par pitié, quelle Ukraine ? L'Ukraine, dans ses frontières contemporaines, ne peut tout simplement pas exister, parce qu'il existe au minimum 4 organismes vivants dont on a prélevé des fragments, 3/4 de lièvre, la moitié d'une vipère, 1/4 d'écureuil, etc. Ainsi, la petite Russie est à la fois et plus étroite et plus grande que l'Ukraine. L'Ukraine compte encore quelques grands ensembles géopolitiques, la Galice, la Volhynie, la Crimée, la Nouvelle-Russie, dont une partie se trouve à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie. Il s'agit d'un point particulièrement important. Nous devons
examiner les espaces selon leur nature intérieure et non pas en fonction d'une conjoncture éphémère. C'est pourquoi nous, eurasistes, ne pouvons parler de fédération de Russie. Cette fédération n'existe pas. Cet État n'existe pas. Il s'agit d'une chose artificielle éphémère. Là encore, 3/4 d'écureuil, 4/5 de scarabée, une pierre et une brassée de branches. Cela ne peut pas véritablement constituer une réalité vivante. L'Empire russe et l'Union soviétique étaient des réalités vivantes. L'un comme l'autre étaient des formes de vie puissantes et supérieures, avec probablement ici quelque chose de superflu, ou au contraire là quelques manques. Cependant, malgré tout, il s'agissait d'unité vivante. Ce que nous avons après la chute de l'Union soviétique n'est pas une chose vivante, il s'agit d'un simulacre spatial qui mourra. Si vous coupez une patte à un écureuil, regardez ce qu'il peut faire ensuite. Il ne peut se trouver de noix et mourra, comme mourra tout le modèle spatial étatique post-soviétique. Avant de partager des territoires, il est indispensable de demander à ces territoires « Voulez-vous, vous, terre, vous, rivière, vous, golfe, vous, forêt, vous, marais, faire partie de l'Ukraine indépendante ou pas ?» Il est nécessaire d'organiser des référendums, non pas parmi les téléspectateurs imbéciles, absurdes comme des échardes et historiquement irresponsables. Il convient de demander aux éléments, il convient de demander aux montagnes, aux eaux, à la pluie qu'ils votent. Il convient de se demander quelle forme de référendum on peut proposer aux éléments pour qu'ils puissent exprimer leur opinion sur ces questions essentielles. Si nous nous comportons avec attention et avec amour envers notre espace, si nous comprenons sa voix, si nous apprenons à déchiffrer ses sons, nous entendrons ce que nous disent les montagnes. En 1992, en Serbie, j'ai rencontré un jour un détachement de Serbes que tous avaient à cette époque trahi. Quand nous nous sommes arrêtés, je leur ai demandé « Où allez-vous et pourquoi ? Nous allons prendre cette montagne. Pourquoi avez-vous besoin de cette montagne ? Il n'y a rien là-bas. Il s'agit peut-être d'un important point stratégique. Non, stratégiquement, elle n'a aucune importance. Là-bas, il n'y a absolument rien, ni eau ni électricité. Mais c'est notre montagne serbe. Cette montagne ne veut pas appartenir à la Croatie. Cette montagne veut rester en Serbie. Elle nous appelle. Oui, là-bas se trouvent de nombreux détachements de Croates et à droite des Bosniaques musulmans. Nous allons y aller et nous mourrons là-bas. Pourquoi allait-il là-bas ? On peut penser que c'étaient des imbéciles, des inconscients. Ne comprenait-il pas qu'il est agréable de vivre, que l'on peut manger, dormir, se promener, lire, chasser les moustiques ? Mais eux marchaient vers cette montagne pour laquelle ils allaient donner leur propre vie, parce que la montagne les avait appelés. Elle leur avait dit « Hommes, venez ici, venez, j'ai besoin de votre mort, votre sang serbe chaud doit asperger mes pentes. » La montagne leur a dit tout cela, et ils ont compris qu'elle les appelait. Ceci est juste, il ne s'agit pas de folie. Personne n'a besoin de la montagne, mais cette montagne est serbe. Tous les Serbes le comprennent. Ils sont un peuple très vivant, magnifique, eurasiste. C'est pourquoi les Serbes comprennent tout immédiatement. Ils disent « Cette montagne est une partie de notre collectif, c'est notre camarade, on l'appelle ainsi, et nous allons lui venir en aide. » Ainsi, le second élément de la philosophie eurasiste est l'esprit de la terre, la foi en l'esprit de la terre, l'adoration de l'esprit de la terre, le dialogue avec lui et le culte de l'esprit de la terre. Le troisième principe de la philosophie eurasiste se nomme l'éternité entre tes mains, ou l'étreinte du vide. Le fait est que nous sommes fortement, trop fortement liés au temps. Maintenant, plus tard, avant, auparavant. En effet, ces réalités existent, certes, on a construit en se basant sur elles la pensée, la logique formelle. Cependant, le concept même du temps nous éloigne de l'essentiel. Au début, nous pensons, voilà, nous sommes encore jeunes, il est encore tôt. Puis, nous sommes déjà adultes, et déjà plus jeunes, bien que pas encore vieux. Ensuite, voilà, nous sommes déjà vieux, nous ne sommes plus jeunes.
et même plus adulte, mais tout à fait retraité. Mais tout cela n'est qu'une illusion, parce qu'à travers les formes temporelles, nous perdons contact avec l'être véritable. Le temps est un piège qui tente de nous tromper, de nous éloigner de l'essence des choses. Le temps masque la voix de l'être, l'appel qui retentit dans l'éternité. Certains estiment que le temps existe, mais pas l'éternité. En fait, c'est tout à fait le contraire. L'orasisme affirme que l'éternité existe, mais pas le temps. Tout ce que dit l'orasisme constitue une vérité absolue qu'il convient d'accepter sans aucune réflexion critique. Accepter et répéter. Le temps est une illusion, l'être ne possède que l'éternité. C'est pourquoi l'intuition de l'éternité, la respiration de l'éternité, la pensée en termes d'espace et de synchronisme, l'espérance de l'éternité constituent le contenu essentiel de la conscience eurasiste. Et si l'éternité est, si l'éternel peut être objet de notre expérience, par conséquent, l'éternité est ici et maintenant, et elle doit apparaître comme objet de notre expérience. Ici apparaît un principe généralisateur. Nous sommes partisans de l'absolu et nous sommes contre le relatif. En fait, naturellement, le relatif existe aussi quelque part, bien sûr. Le temps aussi a ses chances, il possède sa propre petite voix. Mais il s'agit d'une catégorie peu significative et de droits très limités. Au contraire, les droits de l'absolu, les droits de l'éternité, le culte de l'éternité doivent se trouver au centre de notre conscience et tout le reste à la périphérie. Mais l'éternité ne s'avère pas riche de contenu tels que le sont les objets dans le temps. L'éternité, d'une certaine façon, nous effraie parce qu'elle nous supprime. Elle nous enlève, nous brûle, d'où l'expression « l'étreinte du vide ». Le philosophe étreignant le vide est le nom d'un traité d'alchimie chinois. Il donne très précisément le sens de l'expérience de l'éternité. Mais si nous réussissons à manipuler l'éternité, il sera beaucoup plus facile pour nous de vivre et d'accomplir des exploits invraisemblables, de construire une carrière renversante, de simplement profiter de la vie ou d'errer dans le monde et de regarder à droite et à gauche, simplement de façon eurasiste particulière. Alors, tout deviendra absolument différent que cela ne l'est chez ceux qui se trouvent à l'intérieur de la machine noire de la relativité, la machine noire du temps. L'éternité nous est offerte à nous, Russes. Elle nous est donnée, proposée et même imposée. Que nous le voulions ou non, nous devons l'étreindre. Il est impossible de l'étreindre, il est impossible de la dompter, il est impossible de l'instrumentaliser, mais il n'y a rien de plus simple que de réaliser cela. Tels sont les trois principes philosophiques essentiels, les trois principes de la pensée eurasiste qui s'incarnent en 4 thèses complémentaires. Mais ces 3 principes sont les principaux. Les 3 principes principaux de l'eurasisme exposés plus haut s'incarnent en un 4e principe, la Russie. La Russie constitue la patrie absolue. La Russie est le réceptacle de la révélation eurasiste, de l'esprit eurasiste, de la vie eurasiste et de la chair eurasiste. La Russie en elle-même est le peuple, d'où le concept de Russe. Le premier principe de la philosophie eurasiste est « le peuple est amour ». Notre patriotisme est un patriotisme érotique. La Russie est l'espace, elle est notre territoire, et ici s'incarne l'esprit de la terre, second principe de la philosophie eurasiste. Troisième principe, la Russie est l'éternité. Nous avons déjà évoqué pourquoi la Russie est le peuple. Elle est l'espace parce qu'elle est un État et un territoire. Mais pourquoi la Russie est-elle éternité? Parce que le concept même de Russie ne peut être compris que si nous allons au-delà des limites du temps.
Aujourd'hui, la Russie n'existe pas. Elle n'a jamais existé et n'existera jamais dans le présent. Elle est toujours une construction, une idée, un concept, une certaine réalité qui apparaît toujours, qui n'appartient jamais au présent, mais qui est toujours, a été et sera sous une forme non incarnée et simultanément incarnée. La Russie a été, est et sera en dehors de nous. Et l'expérience de la Russie est expérience de la confrontation avec la réalité qui peut être et est quand nous ne sommes pas. C'est pourquoi, évoquant la Russie, dissertant sur notre histoire et notre futur, et même sur notre présent, nous opérons malgré nous avec la catégorie éternelle, qui se trouve de l'autre côté de notre expérience individuelle. La tâche de l'eurasisme est de faire de l'expérience du contact avec une réalité extérieure et supérieure à l'individu une expérience individuelle. Paradoxe, faire entrer l'éternité dans le temps, étreindre l'absolu et le transformer en objet de son propre cœur. Voici la tâche principale de l'eurasisme russe. La Russie est la patrie absolue. La Russie est une doctrine. La Russie est une distinction. La Russie est une mystique. La Russie est un culte. Seul peut exister un rapport sacré envers la Russie. La Russie est un concept sacré. Il n'existe pas de Russie non sacrée. Lorsque nous disons Russie, nous prononçons sacré. Tout le reste résonne de façon différente. D'autres mots sont nécessaires. La France, par exemple, est un concept non sacré, même pour un fervent patriote français. Mais la Russie est sacrée. L'eurasisme est le fait de servir religieusement la Russie. Examinons à présent les principes Europe et Asie sur la carte de l'être. Les deux concepts d'Europe et d'Asie sont liés dans l'eurasisme. D'un point de vue philosophique, on peut les expliquer à la manière de la philosophie iranienne dans l'esprit de l'école d'Ishraq, de la connaissance orientale de Sohravardi. Dans ses œuvres, Sohravardi a décrit la carte de la géographie de l'être. Il s'agit non pas d'une géographie physique, mais métaphysique. Dans cet être, il existe l'Orient et l'Occident. Il existe une Asie ontologique et une Europe ontologique. Sohravardi précise le sens de ces concepts. Qu'est-ce que l'Asie ontologique? L'Asie de l'être. L'Asie est l'Orient, le lieu où le soleil se lève. C'est la source du monde, le point de contact avec l'éternité. L'Orient est le lieu où se trouvent les sources de nos intuitions. Dans l'eurasisme, l'Asie apparaît avant tout comme un concept ontologique lié à l'être pur. Il s'agit de la maison où se lève le soleil de l'existence, le soleil de la réalité première, immaculé, le soleil lavé qui vient d'apparaître sur la voûte céleste. Le soleil métaphysique apparaît comme une des sources énergétiques les plus fondamentales de la vision du monde solaire eurasiste. Il s'agit de la partie asiatique de l'eurasisme. Qu'est-ce donc sur cette carte ontologique du monde, selon Sohravardi, sur la carte de l'être, dans cette géographie métaphysique sacrée, que l'Occident? Sohravardi lui-même nomme l'Occident pays des puits de l'exil. Il s'agit du lieu d'épuisement des rayons de l'être, du pôle de l'entropie, du territoire de la perte de l'être intérieur et du contenu intérieur. Il s'agit de mondes d'épuisement et de déclin. Selon Sohravardi, la première tâche de l'homme sur la voie de son éveil consiste à ce que l'homme, où qu'il vive, prenne conscience qu'il se trouve dans un Occident spirituel. Dans son état habituel, l'homme se trouve comme dans un cercueil, dans le cachot de la chair morte et non éveillée, dans l'ignorance totale des possibilités de sa propre âme à la recherche du retour et de l'éveil. Mais, en prenant conscience de sa situation catastrophique, il doit s'arracher à cette geôle de l'Occident et commencer son chemin vers l'Orient. Selon Sohravardi, la tâche principale de l'homme consiste en un voyage du pays de l'Occident vers le pays de l'Orient. C'est-à-dire qu'il s'agit de quitter les cavernes de l'exil, les geôles occidentales, les puits de l'exil, et de revenir à la source,
à l'Orient. En combinant la carte de l'être métaphysique avec la carte géographique, nous découvrons qu'entre l'Europe, où la civilisation arrive sous nos yeux à une impasse ontologique, à des terriers ontologiques, et l'Asie, où l'organisation traditionnelle a été conservée jusqu'ici, se trouve la Russie. D'un côté, la Russie est orientée vers l'Occident, de l'autre, par sa partie la plus considérable, gigantesque et la plus vaste, elle est ancrée dans l'Orient et apparaît comme un gigantesque morceau de l'Asie, une partie indissociable. Dans cette Russie ontologique se produit une transformation miraculeuse de l'ancien en nouveau. Le chemin de la source ontologique passe à travers la Russie. La Russie est ce chemin, le chemin d'une nouvelle naissance, l'itinéraire du retour spirituel. Spirituel, mais simultanément physique, de même que historique, politique et culturel, intellectuel, psychologique et esthétique. Tout cela constitue un eurasisme compris en profondeur, un eurasisme en tant qu'ontologie, en tant que philosophie et métaphysique. L'eurasisme n'est pas seulement l'équilibre d'un certain Occident avec un certain Orient, il ne se limite pas à leur dialogue, comme nous l'affirmons parfois à des utilisateurs extérieurs, il ne s'agit pas seulement d'un rééquilibrage des pôles. L'essence de l'eurasisme consiste en le chemin de l'Occident vers l'Orient, et il s'agit du chemin qui se réalise en Russie, de l'Occident vers l'Orient, et non pas le contraire, en aucune façon. L'Occident apparaît comme la limite de l'entropie. Nous pouvons le comprendre, mais en comprenant l'Occident, nous comprenons la structure du fond ontologique. Nous comprenons ce qui existe là-bas, au-delà des dernières limites du monde, dans les ténèbres absolues, aux frontières de l'existence. Ce fut une expérience très importante et selon Sohravardi, sans avoir vécu cette expérience, l'expérience de l'épuisement extrême, nous ne pouvons trouver l'énergie du retour. C'est pourquoi la connaissance de l'Europe, la déesse aux yeux en forme de lune, enlevée par Zeus et transportée on ne sait où en Occident, constitue un savoir particulièrement important, mais un savoir négatif. Il s'agit, si l'on veut, d'une démonologie commune. En effet, les satanistes n'étaient pas les seuls à s'occuper des noms des démons. Des abbés, d'honnêtes théologiens catholiques s'intéressaient aussi à cette question. Ils notaient les noms des démons, en prenaient connaissance, non pas naturellement pour entrer en contact avec eux, mais pour avoir une représentation de la géographie mystique, de ces cartes, de ces paysages, de la population de sa frontière, située à la limite la plus extrême de l'être. C'est pourquoi, pour les eurasistes, l'Europe constitue une catégorie absolument négative que l'on peut connaître et aimer, de même que l'on aime par exemple les âmes errantes en enfer. Il existe un récit très populaire en Russie qui relate la descente de la Vierge Marie en enfer afin d'y sauver ceux qui s'y trouvent. Et, bien qu'il n'y ait aucune raison de les sauver, la force de son amour est plus haute que la logique du jugement et de la punition. Elle leur pardonne quoi qu'il en soit. C'est pourquoi nous pouvons aimer l'Europe, seulement de la même façon que nous aimons des malades étrangers atteints d'une maladie incurable, des lépreux, des crapules, des criminels, de la vermine. Nous pouvons aimer, mais il s'agit d'un amour eurasiste particulier. Nous avons vocation à transférer l'Occident en Orient. C'est pourquoi nous sommes l'armée de l'Orient. L'armée de l'aube de la connaissance, qui mène un combat pour que l'Orient intègre complètement en lui l'Occident, pour qu'en l'espèce il n'y ait plus d'Occident, mais un seul grand Orient, absolu. Et seule la Russie est capable de le faire, dans la mesure où la Russie participe à ces deux réalités. Dans les écrits de ce même Sohravardi, on trouve un moment intéressant où il est question de l'existence d'une montagne sacrée nommée Kaf, au sommet de laquelle se trouve la ville secrète de Urkalia, et où se produit le retour des puits de l'exil occidental dans le pays de l'Orient. Sur cette montagne se trouve un ange aux ailes étranges, l'une de ses ailes est sombre et l'autre blanche.
Il s'agit d'un ange atypique. On le nomme également l'archange pourpre, car l'alternance de la pure lumière et des ténèbres donne une couleur pourpre. La réalité de l'archange pourpre est la réalité du passage de l'exil occidental à l'aube orientale, à l'aube éternelle de la grande Asie sacrée, qui est précisément cet ange mystérieux, l'essence secrète de la Russie, sa mission historique et spirituelle qui s'étend à tous, à la politique, la culture, à la sociologie et à notre histoire. L'enseignement eurasiste est un enseignement spirituel, et comme cela est connu, il s'agit d'une école prophétique, il s'agit du point de confluence des grands fleuves de la pensée, une doctrine absolument autosuffisante qui donne aux hommes tout, un sens dans la vie, l'énergie créatrice et une juste orientation de leur amour. L'eurasisme est la pensée à l'aide du cœur, ce sont les profondeurs de la pensée du cœur. L'eurasisme consiste en une invitation à l'expérience prophétique. Souvenons-nous de qui étaient les prophètes bibliques. Ils renforçaient l'identité de leur propre peuple en disant « Réveille-toi, Israël, réveille-toi, peuple, tu es tombé bien bas, tu t'es transformé en porc, cela ne doit pas être. Combien de temps encore peut-on se livrer à ce que tu fais? Reviens à ta véritable essence. » Nous autres, eurasistes, disons-nous autre chose? Nous crions « Peuple, homme russe, chers peuples eurasistes, que faites-vous? Qu'êtes-vous devenus? Cela suffit, il est temps de mettre fin à cette chute. Russe, lève-toi !» Nous faisons ce que faisaient les prophètes, nous permettons à notre peuple de retourner à notre propre identité. Que faisaient donc encore les prophètes? Ils fustigeaient les défauts du système existant, disaient la vérité, ce qui leur valait souvent de ne pas être appréciés. Les eurasistes non plus ne sont pas très appréciés parce que lorsque nous voyons quelque chose de mauvais, nous affirmons que cela est mauvais, et lorsque nous voyons quelque chose de bon, nous affirmons que cela est bon, mais cela ne plaît pas ni au pouvoir ni à la majorité des individus. Ils veulent soit que nous nous taisions, soit que nous disions seulement du bien, comme lorsque l'on parle des morts. Nous nous exprimons de façon juste, honnête et ferme surtout. Et lorsque nous voyons des choses que nous détestons, dégoûtantes pour notre esprit, qui vont à l'encontre de nous, nous utilisons des mots durs et attribuons de sévères épithètes. C'est pourquoi, dans certaines situations, nous pouvons être victimes de persécutions. Pour affirmer la vérité, il faut toujours être prêt à se voir persécuté, bien que cela ne soit pas toujours inévitable. Quelquefois les prophètes étaient nourris, acceptés, admirés, portés au nu, et quelquefois on leur jetait des pierres. Et l'un comme l'autre se trouvent dans le fondement de l'existence prophétique. C'est pourquoi, si nous sommes des eurasistes conscients, il faut supporter tout cela dans le calme. Cela ne signifie pas que nous devons chercher ce à cause de quoi on pourrait nous cracher dessus, nous fusiller, nous mettre en prison, ne pas nous laisser sortir. Peut-être, quelque part, nous aussi, serons-nous nourris, honorés, portés au nu, alors qu'ailleurs, peut-être, on crachera sur nous, on nous battra et on se moquera de nous. Mais, de même que les prophètes, les eurasistes doivent porter leur vérité, affirmer leur volonté. Que font encore les prophètes? Ils rétablissent le lien entre la cause et l'effet. Reprends-toi, Édom. Reprends-toi, Sire. Tu t'es éloigné de l'adoration du vrai Dieu, et c'est pourquoi le Seigneur t'a puni en détruisant les murs de ta ville. Où est le royaume de Babylone qui se tenait aussi puissant? Le royaume de Babylone n'est plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le Dieu unique. À notre époque, cette fonction est dévolue à l'analyse politique, la politologie des profondeurs. Les hommes analysent les causes d'événements déterminés et montrent de quelle façon et selon quelle trajectoire ils conduisent à des conséquences déterminées. Il s'agit d'un élément de l'analyse eurasiste. La langue des prophètes apparaît très particulière, elle est poétique, métaphorique. De même, l'eurasisme recherche les catégories de sa langue, de son analyse et plus précisément de la poésie dans la haute philosophie plutôt que dans le quotidien et dans les détails éphémères, dans les chiffres du budget, dans les noms des politiciens d'un jour, dans des informations sensationnelles vides et rapidement dépassées. Mais nos métaphores sont à ce point claires, ces paraboles sont à ce point compréhensibles qu'elles sont peut-être plus claires
que la plus logique et rationnelle des explications.